On l'a vu à plusieurs reprises aujourd'hui, l'assemblage est une pratique récurrente dans les sculptures de Picasso. On l'a vu ce matin avec Picasso et Rodin, avec la belle intervention de Catherine Chevillot. Selon Pierre Dex, l'assemblage serait même une technique inventée. Lui ne voit pas cet antécédent de Rodin, une technique inventée par Picasso en octobre 1912. On a vu à plusieurs reprises les guitares en carton que Picasso crée durant l'automne 1912. Et Picasso, après l'invention de ces collages cubistes, va revenir à plusieurs reprises à la pratique de l'assemblage, que ce soit avec ses tableaux reliefs, avec ses constructions, avec les plâtres de Boisgeloup, avec la célèbre tête de taureau que l'on a vue dans la précédente table ronde, avec ces grands plâtres composites de Valoris des années 50 que l'on vient d'étudier avec l'intervention notamment de Camille Talpin. On pourrait aussi citer ces assemblages en bois, donc notamment le groupe des baigneurs de 1956 que conserve la Staatsgalerie de Stuttgart. C'est par l'assemblage que va s'opérer donc ces métamorphoses des matériaux et ces métamorphoses des objets par l'intermédiaire du regard de l'artiste. Donc, comme l'a montré Camille aussi à l'instant, l'artiste qui a su voir cela, donc Picasso, qui a su métamorphoser l'objet et le matériau par la technique de l'assemblage. Vous voyez que cette table ronde est raccourcie et moins nombreuse que prévu. Malheureusement, Ina Konsen de la Staatsgalerie de Stuttgart ne pourra pas être présente parmi nous aujourd'hui, ni Elisabeth Cowling qui est souffrante et dont nous déplorons l'absence cet après-midi. Donc, je vais passer la parole à Ilaria Cicali. Ilaria Cicali, qui est docteur en histoire de l'art contemporain à l'Université des études de Florence et l'Université de Paris-Ouest Nanterre, et qui nous parlera notamment des collages et assemblages cubistes dans son intervention « La jeune sculpture face à Picasso, un dialogue en esquisse ». D'accord, merci. Je voudrais remercier tout d'abord Virginie, Cécile et Julie aussi pour l'organisation. Merci bien. Donc, l'idée qui est à la base de mon intervention, à savoir la comparaison parmi les études de figures de Picasso des années 1910-1912 et une sélection des œuvres réalisées par la jeune sculpture à Paris autour de 1913-14, est née au cours de ma thèse dédiée à la production parisienne d'Alexander Archipenko et a été renouvelée grâce aux œuvres que j'ai pu voir à New York l'année dernière au cours d'un semestre de recherche postdoctorale au Center for Italian Modern Art. Ces œuvres, dont je vous montrerai quelques exemples aujourd'hui, se trouvent pour la plupart, à cause de leur fragilité, dans les dépôts des musées, tels que le Guggenheim et le Museum of Modern Art. Je tiens donc à remercier les équipes des musées qui m'ont donné la possibilité d'accéder au dépôt et d'installer pour moi de petites expositions privées. Par ailleurs, je tiens à spécifier aussi que cette présentation n'est pas le résultat ultime d'une étude accomplie, mais plutôt une première tentative de donner des réponses à des interrogatives qui se présentent lorsqu'on regarde les œuvres en question. J'ai emprunté la définition de jeune sculpture au livre qu'André Salmon écrit entre 1913 et 1914, mais qui sera publié en 1919 à cause de la guerre, La jeune sculpture française. Dans ce livre, suite de la jeune peinture, l'auteur propose, je cite, « une étude de la jeune sculpture française, de ses manifestations, des conditions qui régissent les mouvements, l'examen des inquiétudes d'une génération, avec les enthousiasmes, les frissons, les frénésies et les passions, nées des conditions nouvelles de l'existence qui ne pouvaient pas manquer de se manifester plastiquement. » Fin de citation. Salmon tente de donner un cadre cohérent et élargi d'une scène, celle de la sculpture à Paris autour de 1912-14, qui même à nos yeux aujourd'hui résulte assez compliquée. Et il organise son texte par chapitre au titre plus ou moins parlant. Dans les premiers chapitres, Apologue du petit poisson en fer blanc, et dans les derniers, Il guitare, l'écrivain nous introduit aux toutes dernières évolutions dans les domaines de la sculpture et de l'art en général, à savoir, je cite, « cette hardie volonté qui a porté la sculpture à se libérer de la tyrannie du réel, de la vérité anatomique, et qui tend non plus à créer des objets sculptés, mais des objets authentiquement neufs, des objets parfaits,
précieux par leur sol plastique. Fin de citation. Il s'interroge néanmoins sur l'avenir d'un tel art qui intègre des éléments prélevés de la réalité et qui, étant très proche des objets mécaniques et industriels, peut facilement être reproduite. À son avis, ce qui peut sauvegarder des créations pareilles est la fantaisie de l'artiste ou son génie. C'est là le cas de Picasso et de son invention faustienne. Oh, on ne bouge pas. Donc, c'est là le cas de Picasso et de son invention faustienne, la guitare, qui est arrivée à démolir de manière définitive, je cite un nouveau Salmon, les cloisons étanches entre peinture et sculpture. Fin de citation. Mais quel est le lien entre les objets nouveaux dont Salmon parle dans les premiers chapitres de son livre, sans pourtant les nommer clairement, et qui peuvent faire référence soit aux assemblages de Picasso, soit aux œuvres colorées et polymatérielles réalisées par exemple par Archipenko et Baranov-Rossinet à ce moment-là, et la construction en carton et fil de fer de Picasso. Isabelle Monod-Fontaine, dans son étude pionnière sur la sculpture de Matisse, s'est demandé si tous les procès qui avaient abouti à la matérialisation de la sculpture cubiste n'étaient pas strictement liés à l'intérêt que Braque et Picasso avaient porté à la nature morte. Pour elle, le fait que Matisse avait décidé à la fin de ne pas intégrer les problèmes de l'espace à l'intérieur de la sculpture pouvait être vu comme le résultat d'un choix. Si en 1912, Braque et Picasso avaient choisi les objets, Matisse était resté avec la figure. Cette hypothèse m'a toujours interrogée, en tant que j'analysais les œuvres des sculpteurs qui travaillaient à côté des cubistes à ce moment-là. Au fait, les expérimentations en sculpture dans les années 1910 tournent presque toujours autour de la figure humaine. D'ailleurs, Picasso, en 1912, n'avait pas du tout abandonné la figure. Au contraire, comme Pepe Carme l'a ponctuellement démontré dans ses écrits, l'idée révolutionnaire d'une structure à la masse percée, ouverte à l'espace ambiant, qui trouve sa matérialisation tridimensionnelle dans la guitare, remonte au tout début du cubisme analytique, et en particulier aux études de figures de 1910-1912 réunies dans les carnets de dessins de l'artiste. À partir de 1910, et cela est bien visible dans les dessins, Picasso passe de la masse sculpturale, dont la surface traitée en facettes est traduite par des passages tonals dans une alternance des plans d'ombre et de lumière, sans toutefois que leur continuité soit interrompue, au volume sculptural, où les plans bougent dans l'espace d'une manière autonome, tenue par une logique interne à l'œuvre. Cet éclatement de la forme est accompagné par l'invention d'une anatomie géométrique radicalement nouvelle, bouleversante pour sa force d'abstraction. Telle révolution, qui s'accomplit dans la série de dessins et de fortes dédiés à Mademoiselle Léonie, réalisée pour le livre de Marc Jacob, Les Saints Matorel, est à la base du système des signes sur lequel Picasso revient autour de l'été et de l'hiver 1912, donc contemporainément à la guitare, dans un ensemble de projets de construction qui font l'objet de mon analyse. Donc, à partir de l'été 1912, dans une série de dessins qui côtoient le travail sur l'étoile du souvenir du Havre, Picasso esquisse des projets de construction qui, on pense, n'ont jamais vu le jour. Parmi ceux-ci, il y en a quelqu'un qui présente des similitudes intéressantes avec des sculptures qui feront scandale à Paris en 1914. Prenons par exemple l'étude de construction de l'été 1912 et le carrousel Pierrot qu'Archipenko réalise entre 1913 et 1914. Archipenko reprend ici l'idée de la tête en forme de sphère directement posée sur un plan, circulaire dans un cas, rectangulaire dans l'autre, plan qui représente la partie supérieure du buste, mais aussi les jambes en forme de cylindre et le sens de basculement vers l'avant créé par l'intersection des lignes directrices des jambes et du buste à la hauteur du bassin. Sur la même feuille, à droite, Picasso esquisse une autre figure dont la physionomie annonce celle du rock drill de Jacob Epstein. D'ailleurs, cette sculpture de Epstein présente plusieurs suggestions tirées des études de Picasso,
à partir du thorax ouvert et défini par les lignes horizontales des côtes empilées en forme de petits plans projetés dans les guitaristes, jusqu'au visage allongé en forme de rectangle qui apparaît dans les projets pour les portraits de Frank Eveland. Il s'agit donc de citations ou d'empreintes formelles qui répondent à l'exigence des sculpteurs de trouver un fond correspondant à une nouvelle conception de la figure humaine. Et si dans les œuvres vues jusqu'ici, la masse n'a pas encore été entamée, il suffit de tourner les regards vers d'autres créations contemporaines pour retrouver une sculpture conçue par plans doublés, superposés, croisés, entrelacés. Ces rapprochements formels en posent autant de questions. La première est de savoir si les carnets de dessins de Picasso étaient accessibles aux artistes de son entourage. Les échos retracés dans ses œuvres font opter pour une réponse affirmative, mais faute de documents qui confirment leur circulation, la question reste ouverte. La deuxième porte sur les recherches en sculpture autour de 1912-1914, et plus précisément sur les recherches des sculpteurs qui travaillaient dans les milieux cubistes. Quels étaient leurs intérêts? Quelle était la relation avec le travail de Picasso? Une idée, même si partielle, de l'état des recherches de la jeune sculpture à Paris autour de 1912 peut être offerte par une vue de la salle cubiste du Salon d'automne de la même année. Avec les tableaux de Kupka, Picabia, Metzinger et les Fauconnier, qu'on peut voir ici, étaient présentes les 7 têtes de Modigliani, réunies sous le nom d'ensemble décoratifs, ici on voit seulement une partie, avec les groupes des 3 femmes de Joseph Xaki, qu'on voit près des têtes. Et après, dans la même salle, il y avait aussi donc les groupes des 3 femmes, la danseuse aux femmes à l'éventail de Joseph Xaki, toujours, ainsi que la vie familiale et la Salomé ou bagneuse d'Archipenko. Les idées principales qui sous-tendent à ces œuvres sont d'une part l'intégration à l'intérieur de la sculpture des principes propres à l'architecture, pour arriver à ce qu'on pourrait définir une sculpture architecturée, comme on voit dans le groupe des 3 femmes et dans la vie familiale. De l'autre, et dans les têtes de Modigliani, bien sûr. De l'autre, une recherche sur les mécanismes du corps humain est encore plus sur la dynamique du mouvement et de sa perception. Cela est tout à fait évident dans la Salomé d'Archipenko. L'intention de l'artiste est ici celle de transmettre au spectateur la sensation d'un corps qui bouge. L'objectif est rejoint à travers les rythmes créés par l'agencement des volumes, autour d'un centre où se croisent les lignes directrices et par le biais d'un langage plastique qui tourne vers l'abstraction. Par ailleurs, le deuxième titre de l'œuvre, Bagneuse, semble faire allusion à une autre Bagneuse, celle peinte par Picasso en 1908-1909, dont le paroxysme de la torsion précédait de peu la libération des plans des contraintes de la masse. À cette date, l'exemple de Picasso était bien présent aux yeux d'Archipenko, qui développe ses recherches autour de la perception du mouvement et de la mise à point d'un nouveau vocabulaire plastique. Si on met à côté l'eau forte, Mademoiselle Loni sur une chaise longue de Picasso et les plâtres vermillons des femmes dans les rochers d'Archipenko, on y voit que cette dernière emprunte au dessin la forme pyramidale à base élargie, avec les jeux de volumes qui avancent et reculent par rapport au spectateur, autant que l'idée de créer un rythme commun entre la forme féminine et les rochers sur lesquels la femme est assise. Bien sûr, il y a une différence majeure entre la structure par plan croisé de Mademoiselle Léonie, avec ses formes géométriques qui ne correspondent plus à une représentation traditionnelle de l'anatomie humaine, sinon pour des marques qui nous font comprendre qu'il s'agit d'une femme, et la construction par volume en contrepoint de l'autre, où l'exagération des formes ne cache pas le sujet. Sans vouloir traiter maintenant dans sa complexité les problèmes de ce que c'est une sculpture cubiste avant 1914, il semblerait ici que les procès d'appropriation visuelle et intellectuelle de la totalité d'un corps ou d'un objet porté sur la toile par les peintres cubistes pouvaient être traduits en sculpture, qui vit déjà dans l'espace, par une synthèse de plusieurs points de vue sur chaque côté. Synthèse obtenue à travers une combinaison efficace entre la silhouette décorative et les volumes du corps. Il semblerait aussi qu'une réponse à la tension entre surface et profondeur qui accompagne soit en sculpture qu'en peinture chaque tentative de trouver une nouvelle relation du corps à l'espace puisse venir d'une construction en relief ou trouver sa place idéale dans la prise photographique.
En tout cas, la frontière entre peinture et sculpture est très subtile dans le travail des artistes que nous allons voir tout de suite. Aux intérêts analysés jusqu'ici et dans une relation d'échange réciproque s'ajoutent les sollicitations qui arrivent en 1912-1913 des déclarations futuristes de Marinetti et Boccioni. La version française du manifeste de la sculpture futuriste est publiée en septembre 1912. Quelques mois après, le 20 juin 1913, la première exposition de sculpture futuriste de Boccioni est inaugurée à la Galerie parisienne de la Boétie. Cet événement suscite l'urgence de donner une réponse française au problème que l'artiste italien avait soulevé de Grandbois, à savoir, je cite du compte rendu de l'exposition écrit par Apollinaire, l'emploi de matières variées, la simultanéité sculpturale, la violence du mouvement. Guillaume Apollinaire salue avec enthousiasme les œuvres de Boccioni, mais lui reproche en même temps les manques d'une conception architectonique, capable de donner vie à une pure construction de formes. Ça, c'est une définition de Guillaume Apollinaire. Au moment de la publication de son livre sur les peintres cubistes en mars 1913, Apollinaire n'arrivait pas encore à imaginer une sculpture qui, à travers la représentation de la figure humaine, pouvait se libérer de la nature et de ses apparences. Mais il aurait juste suffi quelques mois et la compétition engagée avec les futuristes pour lui faire tenir une conférence publique en juin 1913 intitulée « La sculpture d'aujourd'hui ». Apollinaire incite alors les jeunes sculpteurs à mettre de côté leur amour du métier et de la matière pour tirer ailleurs leur inspiration. Je cite. « Les anciens eurent la statue du Memnon. Nous pourrons avoir des automates, des statues sonnantes et polychromes. L'art populaire ne s'est pas fait faute d'employer l'automate. Il y en a sur les orgues des carrousels des fêtes populaires. Seul l'artiste les ignore, dans la monochronie, dans l'immobilité, dans l'imitation plus ou moins lointaine de la figure humaine. Et encore, quelle sculpture s'étalera sur ces parquets comme les chevaux qui coupent les coiffeurs? Où sont vos sculptures transparentes comme des carafes? On ne demande pas aux sculpteurs de devenir des barbares. Ce qui peut équivaloir aujourd'hui à l'esprit religieux, c'est l'esprit esthétique même. C'est le sentiment de la réalité, c'est-à-dire de la beauté qui se définit elle-même et s'exprime par ces divers éléments dont est composée l'œuvre, en dehors de toute imitation de la nature et de la délectation sexuelle qui fut si longtemps, avec les sentiments religieux, un des fondements de l'esthétique. » Fin de citation. On comprend alors qu'il était absolument nécessaire de trouver un ensemble d'éléments plastiques et de signes qui, dans leur composition, pouvaient transmettre l'image d'une nouvelle conception de la figure humaine. En 1913-1914, celle-ci s'approchait de plus en plus à l'univers mécanique de la machine, à la marionnette et au mannequin d'atelier qui prend peu à peu sa place. Nous avons vu, donc je vais vers mes conclusions. Nous avons vu en début de cette analyse les innovations mises en place par Picasso dans ses études de figure de 1910. Ouvrant la figure à l'espace ambiant, l'artiste avait inventé une nouvelle anatomie géométrique, caractérisée par un fort degré d'abstraction et qui tenait par sa propre logique de construction. Picasso revient vers ce système de signes en 1912, quand, à côté des toiles Souvenirs du Havre et Violon, verre de vin, pipe et encre, il réalise des séries de dessins, d'une part destinés à la peinture, de l'autre à des projets de construction, qui peut-être n'ont jamais vu le jour, sauf pour l'accrochage de murs dans l'atelier de boulevard Raspail de début de 1913. Tout cela dans un aller-retour permanent entre peinture et sculpture. D'ailleurs, ces séries, dans leur ensemble, présentent un autre aspect révolutionnaire, la relation qu'il y a établie entre figure et objet. Comme Pepe Carmel a montré dans son livre Picasso and the Invention of Cubism, Picasso assemble des structures de signes qui peuvent devenir, en alternance, figure, paysage ou nature morte, selon les petits signes réels, real marks, que l'artiste leur attribue. Cela est bien visible dans la suite graphique du Souvenir du Havre. Vous voyez un haut et après en bas, où le motif d'une table avec une bouteille dans un café devient dans un premier temps une composition et ensuite un marin qui joue de l'accordéon.
De la même manière, le visage allongé de Frank Haviland devient la barre d'une guitare avec ses cordes et de là la base pour une construction. Et aussi en bas, nous avons ces constructions où un homme, un guitariste devient une chaise, un homme chevalet des peintres. Ce caractère d'interchangeabilité entre figures et objets que Picasso continue à développer par la suite dans les dessins, collages, toiles et constructions de 1913-14 sera d'une importance majeure pour les artistes qui tentent de répondre à l'appel lancé par Apollinaire, soit d'un point de vue conceptuel. Comment serait-il un homme s'il était un carrousel, un automate, un instrument de travail ou de musique? Soit d'un point de vue factuel, parce que les projets de construction de Picasso comportaient l'abandon du modélage à faveur de l'emploi de matières variées, telles que morceaux de bois, fer, verre, métal, souvent récupérés dans un véritable bric-à-brac. Il n'est pas alors difficile de comprendre pourquoi Medrano, dans ces deux versions, emprunte des éléments à Mademoiselle Léonie, tels que les bustes en forme de cône renversés, la poitrine en demi-lune, l'alternance d'un sein angulaire en petit con et de l'autre arrondi, jusqu'à l'organisation de la composition par alternance des plans, qui avancent et reculent autour d'un axe vertical posé au centre. Ni les ressemblances entre les musiciens de Baranov-Rossinet et les guitaristes de Picasso dans toutes ses formes, projets de construction, comme on peut voir ici, tableau-objet ou tableau tout court. On pourrait donc en conclure que si à l'automne 1912, Matisse avait décidé de rester avec la figure, tandis que Braque et Picasso s'intéressaient aux objets, la jeune sculpture de 1914, par le biais des dessins de Picasso, arrive à surmonter cette dichotomie avec la création d'un homme objectifié qui trouvera sa suite peu de temps après, entre autres, dans les présences vivantes et déhumanisées des tableaux métaphysiques de Carlo Carrà et Giorgio De Chirico. J'ai terminé. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. On a revu ici cette formidable base de données dont parlait Werner Spies ce matin, cette banque de données de projets virtuels de sculpture qui figurait dans les dessins et carnets de Picasso. Donc pour répondre à l'une de vos questions, je ne pense pas que les artistes aient pu avoir accès au carnet de Picasso, mais vous avez souligné le rôle très important de Guillaume Apollinaire, et on pourrait parler à nouveau du rôle important de la photographie dans la diffusion des sculptures de Picasso et ici des constructions cubistes, notamment la diffusion par la revue des soirées de Paris, par exemple. Je passe la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette intervention ? Donc j'en aurais peut-être une moi-même. En fait, on a vu, on a vu aussi le rôle l'aspect très intéressant d'un Picasso assemblant dans son atelier. On a vu qu'il crée ses assemblages sur ses murs d'atelier. On en a un bel exemple avec le guitariste, la photographie que vous avez montrée au début de votre intervention sur le mur de l'atelier du boulevard Raspail. Est-ce que vous avez pu trouver quelque chose de similaire chez les artistes que vous avez pu étudier ? Non, pas vraiment. Il n'y a pas de photos, par exemple, de l'atelier d'Archipenko quand il était à Paris avant la guerre. Il y a plutôt un compte rendu ou des souvenirs que Ardengo Soffici écrit plus tard dans ses mémoires d'une visite à l'atelier de Picasso, d'une soirée organisée à l'atelier de Picasso, où il nous dit plutôt qu'il avait installé ses sculptures, donc ses assemblages aussi de construction, au-dessous de bases illuminées, comme si c'était un peu un théâtre, un cirque, donc avec une installation théâtrale, disons. Mais il n'y a pas de photos. Donc, pour ce qui concerne Archipenko, je pense aux autres. Mais il y a Brancusi, bien sûr, dont on a beaucoup de témoignages photographiques de son travail, mais là, c'est autre chose.
Donc, non, je dirais que non. Bah, il y a très peu de documents, en fait. Et même si la photographie est tout à fait essentielle pour comprendre ce qu'ils faisaient les artistes à ce moment-là, ça c'est sûr. Ouais. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Laurence Madeline. Donc, Laurence Madeline est conservatrice en chef du patrimoine et directrice du Musée d'art et d'histoire de Genève, qui possède ces baigneurs à la garoupe. Nous aurait certainement parlé Ina Consen si elle avait été présente à cette table ronde. Son intervention a pour titre « Médium et symbole ». La palme dans des sculptures de Picasso, de l'usage de la palme dans certaines sculptures de Picasso. Donc, le titre a changé, voilà. Effectivement, et peut-être que même le contenu va changer. Voyons où tout cela nous mène. Au cours de cet après-midi, nous avons entendu des mots clés pour aborder la sculpture de Picasso, le primitif, la métaphore, on a parlé des baigneurs, nous avons aussi évoqué la Méditerranée, et puis nous avons entendu encore les noms de Breton, de Rodin, et par le choix que j'ai fait de parler d'un matériau, de l'introduction d'un matériau spécifique, à savoir la palme, dans certaines sculptures de Picasso, on va voir qu'on retrouve ces mots dans ce parcours. Et puis, évidemment, le mot essentiel qui est le code de cet après-midi, le mot assemblage. Donc, alors, ça marche comment ? Oui ? Voilà. Donc revenons à André Breton et à son texte qui paraît dans le numéro 1 de Minotaure en 1933 avec les photos de Brassailles et qui fonde véritablement la naissance de la sculpture de Picasso aux yeux des autres. Et dans son texte, magnifiquement illustré, tout le monde le sait bien, André Breton parle d'une aimantation élective qui exclut toute élaboration préalable, décide seule par le truchement de la substance qui se trouve littéralement sous la main de la venue d'un corps ou d'une tête. Cette phrase va un peu me servir de fil conducteur dans l'étude de l'usage de la palme dans les sculptures de Picasso. Et si je fais cette référence visuelle à Boisgeloup et cette référence littéraire, on va dire, à Breton, ce n'est pas un hasard parce que dans ce moment Boisgeloup, on va voir qu'il y a un rapport à la nature et au végétal qui est extrêmement important. Alors d'abord, arrêtons-nous sur le palmier, parce que pourquoi choisir de s'intéresser à la palme ? C'est parce que la palme vient de cette plante, et non pas de l'arbre, qui est une plante exceptionnelle. Et là, je me rends compte, et je le fais maintenant, excusez-moi, que j'aurais dû remercier Virginie, évidemment Cécile, et aussi Fred Stauffer, qui est le grand spécialiste international du palmier et qui travaille au Jardin botanique de Genève et qui m'a apporté énormément d'informations. Donc, le palmier n'est pas un bois, n'est pas un arbre, ça n'est pas une substance, pour reprendre le nom employé par Breton, ordinaire. C'est une plante qui a tellement d'importance dans l'économie, juste dans l'économie globale mondiale, juste après les graminées et les légumineuses. Vous voyez que j'ai appris beaucoup de choses au Jardin botanique. Et qui, du coup, par cette richesse, a un statut tout à fait particulier dans l'imaginaire des peuples autour du globe. On en fait une plante qui vient directement des dieux. Là, je vous ai fait quelques extraits d'un ouvrage extrêmement important consacré au palmier, qui est écrit par Oswald de Kirchhoff de Duntergem, Palmier, histoire iconographique, géographique, paléontologique, etc., publié en 1878, et qui nous rappelle, je ne vais pas vous lire les citations, vous avez sous les yeux, combien cette plante est importante. Elle est aussi importante du point de vue mythologique, puisque le palmier se retrouve tout autour de la Méditerranée, et notamment en Grèce, et que c'est en s'accrochant à
un palmier sur l'île de Délos que Leto a donné naissance à Apollon et Aphrodite, et on peut toujours, quand on va à Délos, voir, c'est un autre palmier bien entendu, mais on voit combien cette plante est totalement implantée justement dans la mythologie de la Méditerranée et de la Grèce bien entendu. Évidemment, toujours Méditerranée, le Christ qui arrive, qui fait son entrée à Jérusalem et qui est salué par des palmes que l'on pose sous les pas de son âne. Et évidemment, c'est quelque chose qui va subsister dans l'imaginaire chrétien par la palme du martyr. Et vous en avez ici un exemple. La palme a aussi un aspect matériel, pas simplement mythique, mythologique, spirituel et religieux. C'est un matériau qui est utilisé vraiment dans la base de tout peuple qui vit sous des palmiers, et notamment pour la construction. Et vous avez ici des personnes qui sont en train de s'activer à la construction d'une case. Alors, nous revenons à cette idée de palme, du rameau, pour rappeler que Malaga, la ville de naissance de Picasso, est couverte ou presque de palmiers. Donc Picasso a grandi dans cette atmosphère, dans ce paysage de palmiers, et que cette mutation, enfin ce passage du matériel au symbolique se fait chaque année par la procession des rameaux, qui est tellement impressionnante qu'on ne peut pas imaginer qu'elle n'est pas restée gravée dans l'imaginaire de Picasso. Donc, pour revenir à Breton, il parle de cette substance qui se trouve littéralement sous la main de Picasso. Évidemment, elle se trouve sous la main de Picasso dès qu'il retourne au bord de la Méditerranée. Et là, nous sommes à Juan-les-Pins, où il loue la villa Bachlic en 1930. Il n'y avait pas de palmiers dans le jardin, mais il y a évidemment des palmiers sur la promenade au bord de la mer, et le palmier intègre l'objet couvert de sable. Et nous avons ici cette gaine avec ces fibres de palmier qui apparaissent derrière la couche de sable. 1951-1950, Picasso est installé à Vallauris. Encore une fois, on retrouve le palmier. Alors, je ne l'ai pas dit parce que je n'envisage pas le palmier comme motif, mais comme matériau. On retrouve régulièrement dans les dessins, et notamment Horta de Ebro, des palmes qui sont là et qui structurent les compositions. Donc, la villa au palmier, la galloise, et la chèvre dont on a déjà parlé. Pour autant, ce n'est pas dans le jardin, comme nous le rappelle Françoise Gillot, que Picasso va trouver les palmes qui vont servir à son dessin de chèvre, mais sur la plage. Et donc, à Vallauris, Picasso fait cette chèvre, et puis la femme portant un enfant qui, elle aussi, comporte des fragments de palmes. Ensuite, nous passons à la Villa La Californie, qui, voyez, les palmiers qui apparaissent derrière les fenêtres, qui apparaissent partout dans ce jardin, photographié ici par Duncan, et qui produisent une espèce d'envahissement qui est vraiment tout le temps sous les yeux et la main de Picasso. Qu'est-ce que c'est comme palmier? C'est un palmier, je vais le dire sans le regarder, le Phoenix dactylofera, c'est-à-dire le palmier dattier. C'est le palmier qui est le plus répandu sur la Méditerranée, la côte méditerranéenne. Et je vous signale qu'il est en grand danger, c'est bientôt la fin. Alors, mais pas de ma communication, bientôt. Évidemment, c'est là qu'il utilise un autre fragment de palme pour faire le dos de la plongeuse, cette figure des baigneurs qui sont à la Staatsgalerie et dont la fonte en bronze se trouve dans l'exposition du musée Picasso, et au musée Picasso d'ailleurs. Et puis il utilise aussi le palmier pour ce taureau qui est au MoMA. Alors, ces palmiers qui forment ce paysage envahissant constituent le motif, le repère de la Méditerranée, de la Côte d'Azur.
et cette prolifération de la végétation qui avait tellement ébloui Monet, mais aussi renvoie à cet imaginaire de Gauguin, qui est un personnage jamais très éloigné de Picasso. Et vous voyez que Gauguin vit au milieu des palmiers lors de son deuxième séjour à Tahiti, mais qu'en plus il construit sa case à partir de palmes. Et vous avez ce dialogue entre la nature et la sculpture avec cette petite figure très ironique qu'il a placée dans son jardin. Je vous parlais tout à l'heure de Boisgeloup, de ce rapport à la végétation. Et quand il se trouve à Boisgeloup, qui a cet environnement, un jardin, jardinier, on voit dans les correspondances de Picasso que ce jardin n'était pas un élément anodin. Il comptait beaucoup, ce parc à Boisgeloup. Et donc, il en prélève des éléments pour les intégrer, donc soit les mouler directement, enfin les prendre dans le plâtre, ou alors les intégrer à des compositions comme La femme au feuillage. Évidemment, le dialogue avec la nature dont je parlais tout à l'heure avec Gauguin se retrouve ici dans cette disposition, comme s'il avait lâché dans la nature la femme au jardin, la lâchant dans l'élément dont elle provient. Cette façon d'utiliser le végétal se rapproche de Rodin. C'est pour ça que je disais que nous en avions déjà parlé ce matin, avec cette intégration de branches. Mais Picasso n'utilise pas la branche de cette même façon. Il va vraiment utiliser le palmier comme un matériau de base. Et qu'est-ce qu'il utilise dans le palmier? Ce sont essentiellement 3 éléments: la gaine, le pétiole et le rachis. Petite leçon de botanique déjà fait terminer. Pour vous montrer que là, l'élément qu'il utilise, c'est un morceau de gaine qui peut être fibreuse. Et pour la chèvre, il utilise vraisemblablement 2 morceaux de pétiole et de rachis. Alors, là, je rappelle que Françoise Gillot a raconté qu'il n'a pas trouvé ce matériau dans le jardin, mais sur la plage. Petite référence à Breton qui dit que Picasso ne s'intéresse pas à la conservation et peut prendre des matériaux périssables. Alors là, la palme, c'est garantie millénaire. Hein, ça ne bouge pas, c'est un excellent matériau. Mais donc, il ramasse cette palme sur la plage et il s'en sert pour faire, je reviens un tout petit peu en arrière, la tête de la chèvre et puis son dos sur lequel se fixera le panier qui fera les côtes. Le pétiole, comme ça, ce matériau est un matériau que l'on retrouve beaucoup dans les objets, les œuvres primitives. Là, vous l'avez à l'état brut pour vous montrer la qualité de ce matériau. Et puis qui sert, comme pour la chèvre qui servait à faire la tête, là, il sert à faire des masques dans ces masques de l'Aïd Biri dans le Sahara. Ce même pétiole sert à faire des masques en Papouasie, et donc on voit que dans le geste de Picasso il y a une réminiscence évidemment inconsciente du geste du sculpteur et de l'artiste primitif qui prend ce matériau, sa forme, son caractère extrêmement lisse et doux pour en faire des faces. Alors toujours, là c'est un objet, l'aimantation élective décide seule de la venue d'un corps ou d'une tête. Alors là on va aller plus loin, ce n'est pas simplement le matériau qui intéresse Picasso, mais c'est la forme, et la forme qui va dicter l'usage de la palme. Et ici vous avez ce dos, évidemment cette partie qui s'appelle le rachis, donc on a le pétiole et le rachis, et qui figure cette colonne vertébrale. Ou encore exclusivement des rachis qui servent à la construction du taureau du MoMA, et qui rappelle cette fois-ci comment le rachis sert de construction pour la case. C'est vraiment la base, c'est ça qui sert de structure. Et puis le rachis est connu dans l'anatomie humaine pour être l'autre nom de la colonne vertébrale. Et dans là, je vais arriver à cette idée que la palme dans la figure du baigneur synthétise
beaucoup des préoccupations de Picasso, comme les baigneurs eux-mêmes, dans ce dialogue, ce va-et-vient entre peinture et sculpture, la façon dont Picasso utilise des éléments qui servent à la peinture, des éléments matériels comme le châssis, comme le chevalet, qui est donc un dialogue permanent entre la peinture et la sculpture, et une façon de raconter sa peinture à travers la sculpture. Là, la plongeuse apporte l'élément primitif dans cette composition. Et donc, il fait, en voyant ce pétiole et ce rachis qui devait traîner simplement dans le jardin de la Californie, il voit la structure de sa baigneuse et l'emploie pour composer cette figure. Et donc, on est ici dans cette métaphore dominante de l'équivalence entre la figure humaine et la création artistique. La palme apporte 3 éléments essentiels et qui sont relativement paradoxaux. Cette référence à la nature que nous avons vue tout à l'heure dans cette évocation soit du jardin de Boisgeloup, soit dans celui de la Californie. La référence sensible, métaphorique et riche à l'anatomie humaine. Et en fait, une dernière, au geste primitif, au geste essentiel qu'avait déjà retrouvé Gauguin lorsqu'il faisait sa case en palmier pour vivre sous les tropiques. Et donc, la palme est aussi cette intrusion, plus qu'une intrusion, cette présence de l'acte et du geste primitif dans le groupe des baigneurs. Et nous avons toujours pour cette idée de rachis, qui cette référence primitive avec ce casse-tête. Et nous avons enfin cette femme portant un enfant, la dernière sculpture qui intègre un morceau du palmier. Et cette fois-ci, vous voyez, c'est la chevelure, qui est un élément que l'on peut carrément dissocier. On peut retirer c'est une gaine, cette fois-ci une gaine fibreuse, qui est peinte comme le reste de la sculpture. Et là, donc, Picasso a vu non pas la tête, mais la coiffure, l'espèce de perruque, comme la couette de Sylvette qui le fascinera quelque temps plus tard. Donc, le palmier, la palme est ce matériau qui, en étant utilisé pas de façon aussi abondante, parce qu'il en avait tellement sous la main qu'il aurait pu en faire le matériau principal de sa sculpture, mais de façon ponctuelle, Picasso intègre un univers symbolique, celui de la palme, et dans la figure de la baigneuse avec le rachis, ces petits démarrages d'épines. Il y a aussi quelque chose qui peut renvoyer à Pénone et à tout cet imaginaire autour du bois, même si le palmier n'est pas un bois, de l'épine et du coup du martyr. Le renvoi à la figure humaine qui est ici symbolisée, matérialisée par le végétal. Et donc, cette façon de transformer un matériau au gré de ses besoins, de ses envies, en conservant toujours une part de sa fantasmagorie. Merci. Ah ben, merci beaucoup, Laurence, de nous avoir rappelé tout le symbolisme et la mythologie liée au palmier. Cette fusion entre la figure, que ce soit la figure humaine ou la figure animale et le végétal que vous avez évoqué, me rappelle aussi les Métamorphoses d'Ovide, où on voit à plusieurs reprises le végétal devenir animal, humain, ou inversement la figure humaine se transformer en végétal. Et vous avez montré dans votre intervention la femme au jardin, et effectivement c'est aussi une Daphné. Absolument. Voilà, qui naît de la végétation et qui montre, s'il était besoin à nouveau, que chez Picasso,
les matériaux se métamorphosent et le palmier en est un bel exemple. Donc je passe la parole au public. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Je voulais juste faire une remarque. Remercier Laurence, Madeleine de nous avoir appris beaucoup de choses sur les palmes et les J'en palmiers. sais encore plus. Hein. J'imagine bien. Je suis devenue spécialiste du palmier. J'ai bien vu que c'était quelque chose de très très bref et que sur le rachis et pétiole, vous avez encore beaucoup de choses à nous apprendre. Mais simplement il m'est venu au souvenir une incarnation un peu moins botanique de la palme. Si vous savez que Palme, c'est un des grands poèmes de Paul Valéry qui s'intitule Palme, qui doit dater de 1910. Alors je ne sais pas, j'ai aucune idée si Picasso est un lecteur de Paul Valéry, mais comme vous avez parlé de Breton, lui savait très très bien ce que c'était que ce poème Palme. Il le détestait, il détestait Valéry très très fermement. Mais bon, Palme, c'est quand même un moment de la poésie française du tout début du XXe siècle qui est à rajouter à votre petit florilège, je pense. Merci. Ouais. Merci Jean-Pierre Criqui. Une autre question, François Bellet? Bien sûr, oui. Donc je pense qu'il aimait Paul Valéry et qu'il était très littéraire. Non, la question, c'est la femme enceinte sur la branche. C'est une branche de quoi? De 47? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une branche de palmier. Je pense que vous avez dû vérifier, mais oui, c'est végétal. Oui, c'est végétal, effectivement. Ce n'est pas. J'ai vérifié parce que évidemment le corpus étant un petit peu petit, j'étais prêt à l'augmenter, mais ça n'est pas rentré dans le critère. Merci François. Oui, Renzo Leonardi. En ce qui concerne les métamorphoses, je pense que peut-être il y a aussi une référence dans les livres que von Humboldt a écrit en retour de son exploration de l'Amérique centrale et qui a dédié à Goethe, qui s'est pas mal occupé de métamorphoses, surtout végétales. Merci. Merci. Donc on a vu aussi le palmier à plusieurs reprises être recouvert, que ce soit dans les compositions au sable, les tableaux reliefs, ou que ce soit un matériau peint dans les assemblages en bois. Est-ce que vous avez, au cours de vos investigations sur le palmier, découvert que le palmier avait cette particularité? Il est vraiment intégré à absolument tout. Il a cette capacité. Alors, vous voyez qu'il n'utilise qu'une partie. Il n'utilise pas le stipe ou la tige, parce que dans le palmier Phoenix dactylofera, c'est pas bon, alors que dans les autres palmiers, tout est bon. Comme dans le cochon, on peut utiliser absolument tout. C'est vraiment... En plus, c'est un matériau qui se coupe très facilement, très franchement, qui supporte... Mais vraiment, je vais pas me transformer en faire l'éloge du palmier et à vous engager tous à construire des cases en palmier. Je ferai ça pour moi, mais quand j'aurai trouvé le terrain. Mais bon, en tous les cas, c'est vraiment un matériau extrêmement souple et on le voit dans tous les usages et notamment de ces objets qui venaient que j'ai pris dans les collections du Quai Branly, mais il y en a dans toutes les collections, bien entendu, où on peut coller, clouer. Voilà. Merci.